Derrière une vie entière bâtie sur le pouvoir et le statut, il s'était toujours cru immunisé contre les faiblesses humaines. Jusqu'au jour où une jeune femme, une enveloppe jaunie à la main, franchit toutes les barrières pour révéler un secret qu'il n'aurait jamais imaginé affronter. Chaque mot révèle des blessures enfouies, une fille perdue et des secrets dissimulés par sa propre famille. Si vous aimez les belles histoires, merci de vous abonner à notre chaîne et de commenter d'où vous venez. On continue. Du haut de la tour Montparnasse, Henri Beaumont contemplait Paris avec la satisfaction de celui qui avait conquis le monde. À 52 ans, il incarnait la réussite absolue. PDG du groupe Beaumont Investissement, l'une des plus puissantes entreprises financières d'Europe, il possédait ce que beaucoup considéraient comme les attributs essentiels du bonheur. Fortune, pouvoir, respect, crainte parfois. Son bureau, situé au dernier étage de cette tour emblématique, symbolisait parfaitement sa position, au-dessus de tous, intouchable. La lumière dorée du soleil couchant baignait la capitale française, transformant la scène en un ruban de feu liquide. Henri ne voyait pas cette beauté. Il ne voyait que des chiffres, des opportunités, des acquisitions potentielles. Son regard d'acier balayait l'horizon comme on survole un bilan comptable, calculant la valeur de chaque parcelle de terrain visible depuis sa forteresse de verre. « Monsieur Beaumont ?» La voix de Camille, son assistante depuis 15 ans, interrompit ses pensées. « Votre rendez-vous de 18 heures vient d'être annulé, et voici les documents que vous avez demandés pour la fusion avec Mercier Télécommunications. » Henri se tourna à peine, prenant les dossiers sans un regard pour celle qui lui avait consacré la moitié de sa vie professionnelle. « Merci, vous pouvez partir. » Camille hésita une fraction de seconde. « Il y a autre chose. Une jeune fille attend en bas. Elle n'a pas de rendez-vous, mais elle insiste pour vous voir personnellement. Elle dit que c'est important. » « Important ?» Le mot sonnait presque comme une plaisanterie dans la bouche d'Henri. « Renvoyez-la, je n'ai pas de temps à perdre avec des inconnus sans rendez-vous. C'est la 3e fois qu'elle vient cette semaine, monsieur, et elle a une lettre qu'elle dit être de Mathilde Laforge. » Le nom frappa Henri comme un coup de poing en pleine poitrine. Mathilde, un nom qu'il s'était efforcé d'enfouir sous 20 années de travail acharné, d'ambition dévorante et de succès éclatants. Un nom qui appartenait à un autre Henri, un homme qu'il avait tué en lui bien des années auparavant. « Faites-la monter », ordonna-t-il, la voix soudain rauque. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, Henri s'attendait à voir une opportuniste, peut-être une journaliste déguisée cherchant un scoop sur l'homme d'affaires le plus fermé de Paris. Ce qu'il vit le figea sur place. Elle était petite pour ses 11 ans, les épaules légèrement voûtées par une timidité évidente. Ses cheveux châtains tombaient en boucles indisciplinées autour d'un visage pâle où brillaient 2 yeux d'un bleu intense. Les mêmes yeux qui le fixaient chaque matin dans le miroir. Elle portait un manteau trop grand pour elle, visiblement usé, et tenait fermement contre sa poitrine une enveloppe jaunie par le temps. « Vous êtes Henri Beaumont ?» demanda-t-elle d'une voix plus assurée que ne le laissait présager son apparence fragile. « Oui » répondit-il simplement, incapable d'ajouter quoi que ce soit. « Je m'appelle Léa Laforge. Ma mère était Mathilde Laforge. » Elle avança, de quelques pas tendant l'enveloppe comme une offrande. « Elle m'a demandé de vous donner ceci avant de partir. » Henri prit l'enveloppe, ses doigts frôlant ceux de la fillette. Ce simple contact sembla électriser l'atmosphère. L'enveloppe pesait étrangement lourd dans sa main. « Comment as-tu... » Il s'éclaircit la gorge. « Comment as-tu su où me trouver ?» Un sourire triste traversa le visage de Léa. « Maman avait gardé tous les articles sur vous. Chaque fois que votre nom apparaissait dans un journal, elle le découpait et le mettait dans une boîte. Elle disait que c'était important que je sache qui vous étiez. » Ces mots simples portaient une accusation que ni tribunaux ni richesse ne pourraient jamais effacer. Henri détourna le regard, incapable de soutenir celui de cet enfant qui le fixait avec une intensité dérangeante. « J'ai essayé d'envoyer des lettres avant, » continua Léa. « Beaucoup de lettres, mais je n'ai jamais reçu de réponse. Alors j'ai décidé de venir moi-même. » Camille, qui était restée en retrait, s'avança légèrement. « Monsieur Beaumont ne reçoit pas personnellement son courrier, » expliqua-t-elle doucement. « Il y a tout un service qui filtre ce qui pourrait me déranger, » compléta Henri, une amertume nouvelle dans la voix. « N'est-ce pas, Camille ?»
La fidèle assistante pâlit légèrement. « Je ne fais que suivre les protocoles établis, monsieur. » Qu'Henri agita la main, congédiant l'excuse et celle qui la formulait. « Laissez-nous. » Quand la porte se referma, un silence pesant s'installa dans le vaste bureau. Au loin, les lumières de Paris commençaient à s'allumer, créant une constellation artificielle qui s'étendait à perte de vue. Henri fit signe à Léa de s'asseoir dans l'un des fauteuils de cuir face à son bureau monumental. « Tu as fait un long voyage ?» demanda-t-il maladroitement. « De Lyon. Nous vivons... Je vis là-bas, dans le quartier de la Croix-Rousse. » Henri hocha la tête, comme si cette information avait une quelconque importance. Ses doigts jouaient nerveusement avec l'enveloppe. Il n'osait pas l'ouvrir, pas encore. Ouvrir cette lettre, c'était ouvrir une porte vers un passé qu'il avait soigneusement verrouillé. « Comment va ta mère ?» La question lui échappa, stupide, presque cruelle. Le visage de Léa se durcit. « Maman s'est éteinte, Ilissa. À 3 mois. Un cancer. C'est pour ça que je suis là. » Le mot tomba comme une pierre dans l'eau calme de l'existence parfaitement ordonnée d'Henri. Mathilde, partie, la seule femme qu'il avait véritablement aimée, la seule personne capable de faire battre son cœur n'était plus de ce monde, et il l'avait ignorée pendant 20 ans. « Je suis désolé », murmura-t-il, conscient de l'absurdité de ces 3 mots face à l'immensité de ce qu'il tentait d'exprimer. « Vous ne saviez pas, » dit Léa. Ce n'était pas une question, mais une constatation teintée d'incrédulité. « Vous ne saviez rien de nous ?» Henri secoua lentement la tête. « Non, je ne savais pas. » Les yeux de Léa brillèrent davantage, humides de larmes contenues. « Elle a essayé de vous contacter quand elle a appris qu'elle était enceinte. Puis quand je suis né. Et encore après, plusieurs fois. Elle disait toujours que vous aviez le droit de savoir, que j'avais le droit de vous connaître. Mais vous n'avez jamais répondu. » Chaque mot était une lame qui s'enfonçait profondément dans la conscience d'Henri. Il repensait aux réunions, interminables, aux dossiers urgents, aux assistants et secrétaires chargés de filtrer sa vie pour en extraire tout ce qui n'était pas directement lié à la croissance de son empire. Combien de lettres avaient été interceptées? Combien d'appels bloqués? Combien de vies avait-il ignorées au nom de sa réussite? « Je ne savais pas », répéta-t-il, comme si cette excuse pouvait effacer 20 ans d'absence. Léa haussa les épaules avec une maturité qui ne correspondait pas à son âge. « Maman m'a dit que vous étiez très occupé, que vous aviez probablement beaucoup de choses importantes à faire. » La simplicité de cette phrase, l'absence totale de reproche, frappa Henri plus durement que n'importe quelle accusation. Mathilde avait protégé son image auprès de leur fille. Leur fille. La réalité le frappa avec une force nouvelle. Cette enfant assise face à lui, avec ses yeux identiques aux siens, était sa fille. « L'enveloppe », dit Léa, indiquant. Le papier jauni qu'Henri tenait toujours. « Il y a plusieurs lettres dedans. Maman les a écrites au fil des années. Certaines, elle les a envoyées sans jamais recevoir de réponse. D'autres, elle les a gardées, disant qu'un jour je pourrais vous les donner en personne. » Henri ouvrit enfin l'enveloppe d'une main tremblante. À l'intérieur, une dizaine de lettres soigneusement pliées, chacune datée. La plus ancienne se remontait à 20 ans. La plus récente était datée de 3 mois auparavant. Il déplia la première lettre. Dès les premiers mots, l'écriture de Mathilde, élégante et délicate, le transporta 2 décennies en arrière. À l'époque où il n'était qu'un jeune homme prometteur, pas encore totalement endurci par l'ambition et les attentes familiales. À l'époque où il avait osé aimer. « Mon cher Henri, si tu lis ces mots, c'est que j'ai finalement trouvé le courage de te dire ce que je garde en moi depuis des semaines. Notre histoire n'était pas supposée se terminer ainsi, brutalement sur les ordres de ta famille et les exigences de ton avenir tout tracé. Mais la vie a décidé de nous lier d'une façon que ni toi ni moi n'avions prévue. Je suis enceinte. Henri, de presque 3 mois maintenant, je porte en moi un enfant, notre enfant. Je ne t'écris pas pour te demander de revenir, ni pour exiger quoi que ce soit. Je t'écris parce que tu as le droit de savoir. Parce que cet enfant aura le droit de connaître son père, si tu le souhaites. Je comprends que ta vie ne t'appartient pas entièrement, que ton nom, ta fortune, ton avenir ont été planifiés bien avant notre rencontre. Je ne serai jamais la femme que ta mère approuverait, celle qui correspond aux attentes de ton milieu.
Une simple professeure de musique dans un conservatoire de province ne peut prétendre entrer dans le monde des Beaumont. Mais notre enfant, lui, porte ton sang. Réponds-moi, je t'en prie. Pas pour moi, mais pour lui ou elle qui viendra au monde dans 6 mois. Avec tout mon amour, malgré tout. Mathilde. Henri releva les yeux, le souffle coupé. La lettre tremblait entre ses doigts. Face à lui, Léa attendait immobile, son regard intense fixé sur lui. « Je n'ai jamais reçu cette lettre », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. « Il y en a d'autres », répondit simplement Léa. Henri déplia la 2e lettre, datée de quelques mois plus tard. « Henri, aujourd'hui, j'ai senti notre bébé bouger pour la première fois. C'était comme une caresse de l'intérieur, un petit papillon qui battait des ailes sous ma peau. J'aurais tant aimé que tu sois là pour poser ta main sur mon ventre et partager ce moment. L'échographie a révélé que c'est une fille. Une petite fille, Henri. J'ai pensé l'appeler Léa, comme ta grand-mère dont tu me parlais avec tant d'affection. Cette femme forte qui t'a appris que la vraie valeur d'un homme ne se mesure pas à son compte en banque, mais à sa capacité d'aimer. J'ai téléphoné à ton bureau 3 fois cette semaine. Chaque fois, on m'a dit que tu étais en réunion, indisponible, à l'étranger. J'ai laissé des messages, mon numéro. Tu n'as jamais rappelé. Je commence à me demander si mes lettres, mes appels te parviennent vraiment. Je t'attendrai encore, pour elle, pour nous. Mathilde. Un souvenir fugace traversa l'esprit d'Henri. Sa mère, Élisabeth Beaumont, parlant à voix basse avec Camille, alors nouvelle assistante. Des mots captés au vol. Filtrés, indésirables, réputation. Famille. À l'époque, il n'y avait pas prêté attention, trop occupé à prouver sa valeur, à se montrer digne de l'empire familial. La 3e lettre portait la date de naissance de Léa. Elle est née aujourd'hui, notre fille. Léa Mathilde. Laforge. J'aurais voulu lui donner ton nom, mais comment le pourrais-je sans ton accord? Elle est magnifique, Henri. Elle a tes yeux, d'un bleu si intense qu'on y plongerait comme dans un océan. Elle a tes mains aussi, ces longs doigts que j'aimais tant sentir sur ma peau. L'accouchement a été difficile. Je me suis retrouvé seul à l'hôpital, tenant la main d'une infirmière compatissante, pendant que je mettais au monde celle qui... Désormais, c'est toute ma vie. J'ai crié ton nom, Henri. J'ai espéré jusqu'au dernier moment que tu franchirais la porte, que tu aurais reçu mes lettres, mes messages. Tu n'es pas venu. Je ne sais plus si c'est ton choix ou si quelque chose. Quelqu'un t'empêche de me répondre, mais je dois avancer maintenant pour elle. Je continuerai à t'écrire, à te raconter sa vie, nos vies. Un jour peut-être tu liras ces mots. Un jour peut-être tu voudras la connaître. Elle t'attendra comme moi. Mathilde. Henri sentit une chaleur inhabituelle sur ses joues. Portant la main à son visage, il réalisa qu'il pleurait. Des larmes. Lui qui ne se souvenait pas avoir pleuré depuis l'enterrement de son père, 25 ans plus tôt. Ces lettres déverrouillaient quelque chose en lui, une chambre scellée de son cœur où habitait encore le jeune homme capable d'émotion, d'amour, de vulnérabilité. « Comment était-elle » demanda-t-il à Léa, la voix rauque. « Ta mère. Comment était-elle ces dernières années ?» Léa sembla surprise par la question. Ses petites mains se crispèrent sur les accoudoirs du fauteuil de cuir bien trop grand pour elle. Elle était forte, toujours. Même quand c'était difficile. Elle donnait des cours de piano au conservatoire de Lyon et des leçons privées, le soir. Elle disait que la musique était sa seconde respiration. Un sourire fugace éclaira son visage. Elle m'a appris à jouer aussi. Elle disait que j'avais un don. Henri hocha la tête, dévorant des yeux ce visage qui lui était à la fois totalement étranger et profondément familier. Il voyait Mathilde dans la courbe de sa joue, dans la forme de sa bouche. Il se voyait lui-même dans ce regard déterminé, dans cette manière de lever légèrement le menton quand elle parlait de musique. « Tu vis où maintenant » demanda-t-il soudain, réalisant avec horreur qu'il ne savait rien de la situation actuelle de sa propre fille. L'expression de Léa s'assombrit. « Chez Madame Moreau, une voisine. Elle a accepté de me garder temporairement. Mais elle est âgée et son appartement est petit. L'assistante sociale dit que je dois trouver une solution plus permanente. » Le mot d'assistante sociale frappa Henri comme un coup de poing. Sa fille, son sang, était entre les mains des services sociaux, vivant de la charité d'une voisine âgée, pendant que lui siégeait au sommet de sa tour de verre, entouré d'un luxe obscène. « Et l'appartement de ta mère ?» Léa baissa les yeux. « On doit le quitter. Il y a des loyers en retard. Maman a été malade longtemps.
Elle ne pouvait plus donner autant de cours, et les traitements coûtaient cher. Henri se leva brusquement, incapable de rester assis, face à cette révélation. Pendant que Mathilde luttait contre la maladie, pendant qu'elle s'inquiétait de laisser leur fille sans ressources, il signait des contrats de millions d'euros, achetait des œuvres d'art hors de prix pour décorer des bureaux dans lesquels il passait à peine. « Tu n'iras nulle part », dit-il d'une voix qui ne souffrait aucune contestation. « Tu resteras ici, à Paris, avec moi. » Les mots étaient sortis spontanément, surprenant Henri lui-même. Jamais il n'avait imaginé partager son espace, sa vie avec qui que ce soit, encore moins avec une enfant. Son existence était parfaitement organisée, minutée, contrôlée. L'arrivée de Léa bouleverserait tout. Mais en prononçant ces mots, il ressentit une étrange libération, comme si une partie de lui attendait depuis toujours cette opportunité de briser le carcan qu'il s'était lui-même imposé. Léa le regarda avec une méfiance évidente. « Je ne vous connais pas. Vous ne me connaissez pas. » La simplicité brutale de cette vérité le frappa. Ils étaient deux étrangers liés par le sang, séparés par 20 années de silence. « Nous apprendrons à nous connaître, » répondit-il doucement, « si tu le veux bien. » Il s'apprêtait à ajouter quelque chose quand la porte de son bureau s'ouvrit brusquement. Philippe Mercier, son principal associé et ami de longue date, entra sans s'annoncer, le visage grave. « Henri, il faut qu'on parle. »« C'est urgent. Les documents de la fusion ont... » Il s'interrompit en apercevant Léa. « Oh, pardon, je ne savais pas que tu avais de la visite. » Henri se tendit imperceptiblement. Philippe était le seul à pouvoir entrer ainsi dans son bureau privilège accordé à 20 ans d'amitié et de collaboration. Mais pour la première fois, cette intrusion lui parut déplacée, presque menaçante. « Philippe, je te présente Léa. » Il hésita une fraction de seconde avant d'ajouter « ma fille ». Le visage de Philippe se décomposa sous le choc. Son regard passa d'Henri à Léa, puis de nouveau à Henri, cherchant la plaisanterie, le second degré. « T'as... quoi ?»« Ma fille », répéta Henri avec une assurance nouvelle. « Léa Laforge, la fille de Mathilde. » Le nom de Mathilde sembla frapper Philippe comme une gifle. Il pâlit visiblement. « Mathilde, je croyais que c'était du passé, une histoire de jeunesse. » Apparemment, certaines personnes se sont assurées que je le crois aussi, répondit Henri, une colère froide commençant à monter. En lui, des lettres interceptées, des appels filtrés, pendant 20 ans. Philippe détourna le regard, soudain mal à l'aise. Ta mère pensait agir pour ton bien, pour le bien de l'entreprise familiale. Tu étais jeune, promis à un grand avenir. Une liaison avec une pianiste sans le sou. Ça y est, c'est. La voix d'Henri claqua comme un fouet. Il jeta un regard à Léa, dont le visage s'était fermé sous l'insulte implicite. Nous parlerons de cela plus tard, en privé. Philippe hocha la tête, visiblement soulagé de pouvoir se retirer. Bien sûr, mais la situation avec les documents Mercier est vraiment urgente. Nous avons découvert des irrégularités. Plus tard, répéta Henri, congédiant son associé d'un geste sans appel. Quand la porte se referma, un silence pesant s'installa. Henri se sentait écartelé entre deux mondes. Celui qu'il avait construit pendant 20 ans, fait de pouvoir, d'argent et de contrôle absolu, et celui qui venait de s'ouvrir à lui, un monde d'émotions enfouies, de responsabilités ignorées, de connexions humaines. « Je devrais peut-être partir, » dit Léa en se levant. « Vous êtes occupés. »« Non. » La véhémence de sa réponse les surprit tous les deux. Plus doucement, il ajouta « Non, reste, s'il te plaît. J'ai déjà perdu 20 ans. Je ne veux pas en perdre une minute de plus. » Léa hésita puis se rassit lentement. « Il y a encore d'autres lettres, » dit-elle en indiquant l'enveloppe. « Maman a continué à vous écrire, même quand elle a compris que vous ne répondriez jamais. » Henri prit la lettre suivante, datée de 5 ans après la naissance de Léa. Henri, Léa a 5 ans aujourd'hui. Elle a joué sa première mélodie complète au piano, un petit morceau que j'ai composé pour elle. Ses doigts sur les touches me rappellent tellement les tiens. Te souviens-tu de ces soirées où tu m'écoutais jouer pendant des heures dans mon petit appartement de la rue Mouffetard? Tu disais que la musique te libérait, qu'elle t'emmenait loin des attentes de ta famille, des responsabilités qui t'étouffèrent déjà. Léa te ressemble de plus en plus, pas seulement physiquement,
mais dans sa façon d'être. Cette détermination tranquille, cette manière d'observer le monde avec intensité avant d'agir. Elle pose souvent des questions sur toi. Que puis-je lui dire? Que son père est un homme, brillant mais prisonnier d'une cage dorée qu'il a contribué à forger. Que sa grand-mère a jugé sa mère indigne de la dynastie Beaumont. Que les lettres que j'envoie restent probablement sans réponse parce qu'elles ne franchissent jamais les barrières érigées autour de toi. Je lui dis simplement que tu es très occupé, que tu as un travail important, qu'un jour, peut-être, vous vous rencontrerez. Je ne lui mens pas. Je garde espoir, Mathilde. Henri replia lentement la lettre, submergée par un mélange de culpabilité et de colère. Ces mots, écrits 15 ans plus tôt, résonnaient en lui comme s'ils avaient été prononcés à l'instant. Il regarda Léa qui fixait maintenant la ville illuminée par la fenêtre. Comment réparer 2 décennies d'absence? Comment devenir père en une soirée? Il y a une chambre, dit-il soudain, dans mon appartement. Elle n'a jamais servi. C'était... Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait aménager. Elle pourrait être la tienne, si tu veux. Léa se tourna vers lui, surprise. Vous voulez vraiment que je vienne? Habiter chez vous? Pourquoi? Par pitié? Par culpabilité? La franchise brutale de l'enfant le désarçonna. Il aurait préféré qu'elle se jette dans ses bras, soulagée d'avoir enfin trouvé un foyer. Mais Léa n'était pas une enfant ordinaire. Comment aurait-elle pu l'être, élevée par Mathilde dans l'ombre d'un père absent? Ni l'un, ni l'autre, répondit-il avec une honnêteté qui le surprit lui-même. Par devoir, peut-être, au début, et puis par désir de te connaître. De rattraper le temps perdu, si c'est possible. Elle sembla peser ses paroles, les évaluer comme un juge impartial. Je devrais aller à une nouvelle école, quitter mes amis. Tu pourras retourner à Lyon aussi souvent que tu le voudras. Voir tes amis. Visiter. Il s'interrompit, réalisant qu'il n'y avait plus de tombe à visiter. Où est enterrée ta mère? Elle ne l'est pas. Pas encore. La voix de Léa trembla légèrement. On n'avait pas... Il n'y avait pas assez d'argent pour les funérailles. Ses cendres sont chez Madame Moreau. Cette révélation fut comme un coup de poignard. La femme qu'il avait aimée, la mère de son enfant, attendait toujours une sépulture digne pendant que lui dépensait sans compter pour des futilités. Nous nous en occuperons, dit-il fermement. Ensemble, nous lui offrirons un lieu de repos à la hauteur de ce qu'elle mérite. Pour la première fois, quelque chose sembla se détendre dans l'attitude de Léa. Une barrière invisible s'abaissa légèrement. Elle aimait le cimetière de la Croix-Rousse, dit-elle doucement. Elle y emmenait souvent ses élèves en promenade. Elle disait que c'était l'endroit le plus paisible de Lyon, avec sa vue sur toute la ville. Henri hocha la tête, mémorisant cette information comme le plus précieux. Des secrets d'État. Alors ce sera là. Le téléphone sur son bureau sonna, brisant le moment fragile qui s'était créé entre eux. Henri l'ignora. « Vous ne répondez pas ?» demanda Léa surprise. « Ça pourrait être important. »« Rien n'est plus important que cette conversation, » répondit-il simplement. Cette phrase, prononcée sans réfléchir, marqua un tournant dans sa vie qu'Henri ne mesurait pas encore pleinement. Pour la première fois en 20 ans, il venait de reléguer les affaires au second plan. Le téléphone continua de sonner, insistant. Finalement, Henri décrocha avec irritation. Beaumont. La voix de Camille, habituellement si composée, semblait tendue. « Monsieur Beaumont, je suis désolé de vous déranger, mais Monsieur Mercier insiste. Il dit que c'est une question de vie ou de mort pour l'entreprise. » Henri soupira. « Passez-le-moi. » La voix de Philippe Mercier explosa dans le combiné, si forte que Léa pouvait l'entendre de l'autre côté du bureau. « Henri, bon sang, on a un problème majeur. Laurent Delorme vient de contacter nos principaux actionnaires. Il prétend avoir des preuves de malversation dans nos contrats avec l'État. Les actions chutent en bourse de Hong Kong. » Henri se figea. Laurent Delorme était son ancien directeur financier, licencié 6 mois plus tôt pour désaccord. Stratégique. Un homme brillant, méticuleux et visiblement rancunier. « Quelles preuves ?» demanda-t-il froidement. « Des documents internes, des échanges d'emails, des... Henri, il a des choses que personne ne devrait avoir, des choses que nous avions sécurisées. » Henri jeta un regard à Léa, qui feignait de ne pas écouter, les yeux rivés sur la ville en contrebas. « Je serai là dans 1 heure, » dit-il avant de raccrocher. Un silence pesant s'installa.
Henri se sentait déchiré entre deux urgences, l'une professionnelle, l'autre personnelle. Pour la première fois de sa vie, la décision n'était pas évidente. « Vous devez y aller », dit Léa, le surprenant. « C'est votre travail, c'est important. »« Toi aussi tu es importante », répondit-il avec une sincérité qui le surprit lui-même. Léa haussa les épaules, un geste qui trahissait bien plus de maturité que ses 11 ans. « Je peux attendre, j'ai l'habitude. » Ces mots simples contenaient une accusation implicite qui frappa Henri en plein cœur. Cet enfant avait passé sa vie entière à attendre un père qui ne venait jamais. « Non », dit-il fermement, « tu n'attendras plus. » Il se tourna vers son téléphone et appela Camille. « Faites venir ma voiture et contactez Sophie Vallier. »« L'avocate » demanda Camille, surprise. « Oui, dites-lui que c'est personnel et urgent. Je veux la voir ce soir. » Il raccrocha et se tourna vers Léa. « Sophie est la meilleure avocate en droit de la famille de Paris. Elle nous aidera à régulariser ta situation le plus rapidement possible. En attendant, nous allons récupérer tes affaires chez Madame Moreau et t'installer chez moi. » L'expression de Léa oscillait entre méfiance et espoir. « Vous êtes sûr? Votre travail? »« Mon travail attendra, » répondit-il avec une assurance qu'il était loin de ressentir. Pour une fois. Le trajet jusqu'à l'appartement d'Henri se fit dans un silence relatif. Dans la luxueuse voiture qui les transportait à travers Paris, Léa semblait minuscule, presque effrayée par tant d'opulence. Elle tenait toujours fermement son sac usé, comme un talisman protecteur. « C'est beau Paris, la nuit », dit-elle finalement, observant les lumières de la capitale à travers la vitre teintée. « Oui », répondit Henri, réalisant qu'il n'avait pas vraiment regardé sa ville depuis des années, trop occupé par ses affaires, ses dossiers, ses conquêtes financières. Maman disait toujours que Paris était comme une partition de musique. Léa traça du doigt les contours des bâtiments sur la vitre. Chaque lumière est une note, chaque rue, une mélodie. Henri sentit sa gorge se serrer. C'était tellement Mathilde, cette façon poétique de voir le monde, cette capacité à transformer la réalité en quelque chose de plus beau, de plus profond. « Elle avait raison, » murmura-t-il. « Ta mère avait souvent raison. » La voiture s'arrêta devant un immeuble haussmannien dans le 16e arrondissement. Le chauffeur vint leur ouvrir la portière, et Henri guida Léa à travers un hall somptueux jusqu'à un ascenseur privé. « Vous vivez seul ?» demanda Léa alors que l'ascenseur montait silencieusement vers le dernier étage. « Oui, toujours. »« Jamais marié ?»« Non. »« Pourquoi ?» La question, simple et directe, le prit au dépourvu. Pourquoi, en effet? Il avait eu des relations, bien sûr, des femmes magnifiques, cultivées, issues de son milieu, des liaisons qui ne duraient jamais plus de quelques mois. Pourquoi n'avait-il jamais franchi le pas? « Je suppose que je n'ai jamais rencontré la bonne personne, » répondit-il, sachant que c'était un mensonge. Il l'avait rencontrée, et il l'avait laissée partir. L'appartement d'Henri occupait tout le dernier étage de l'immeuble. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement sur le hall d'entrée, Léa ne put retenir un petit sifflement d'admiration. L'espace était immense, décoré avec un goût impeccable, mais froid. Des œuvres d'art contemporain ornaient les murs blancs, des meubles de designer aux lignes épurées structurèrent l'espace. Tout était parfait, comme dans un magazine de décoration, et tout semblait vide de vie. « C'est grand », commenta Léa, sa petite silhouette semblant encore plus fragile dans cet environnement démesuré. « Trop grand pour une seule personne. » admit Henri. « Viens, je vais te montrer ta chambre. » Il la conduisit à travers un couloir jusqu'à une porte qu'il ouvrit avec une légère hésitation. La pièce qui apparut était belle mais impersonnelle. Un grand lit, une commode, un bureau, des étagères vides, des tons neutres, beige et blanc, dominaient l'espace. « Ce n'est pas très... » Henri chercha ses mots. « Personnel, nous l'arrangerons comme tu voudras. Couleurs, meubles, décorations, tout ce que tu aimeras. » Léa s'avança dans la pièce, posa son sac sur le lit immaculé. Ce simple geste, ce petit sac usé sur les draps parfaits, symbolisait parfaitement le choc de leurs deux mondes. « J'avais des posters de pianistes dans ma chambre, » dit-elle doucement, « et des étoiles phosphorescentes au plafond. Maman disait que c'était mon ciel à moi. »« Nous mettrons des étoiles, » promit Henri, « et tous les posters que tu voudras. » Le téléphone d'Henri vibra dans sa poche. Un message de Philippe. « Situation critique.
Conseil d'administration convoqué d'urgence. Où es-tu? Henri ignora le message. Pour la première fois de sa carrière, il choisissait délibérément de mettre sa vie professionnelle en suspens. « Tu dois avoir faim, dit-il à Léa. Qu'est-ce que tu aimes manger ?» Elle sembla surprise par la question. « Des pâtes avec de la sauce tomate. Maman faisait toujours. » Elle s'interrompit, et Henri vit ses yeux se remplir de larmes qu'elle retenait bravement. La perte était encore si fraîche, la douleur si vive. « Je ne sais pas cuisiner, admit-il, mais nous pouvons commander. N'importe quoi que tu veuilles. »« Vous ne savez pas cuisiner du tout ?» demanda Léa, incrédule. « Même pas des pâtes ?» Henri se sentit soudain ridicule. Lui, qui dirigeait un empire financier, qui négociait des contrats de millions d'euros, était incapable de préparer un simple plat de pâtes. « Je n'ai jamais eu besoin d'apprendre, » confessa-t-il. « Il y a toujours eu quelqu'un pour... »« Je vais vous montrer, » proposa Léa, essuyant discrètement ses yeux. « C'est facile. Maman disait toujours que si on sait lire, on sait cuisiner. C'est juste une question de suivre la recette. » Ainsi, après de minuit, alors que son empire financier tremblait sur ses fondations, Henri Beaumont se retrouva dans sa cuisine ultra-moderne et jamais utilisée, apprenant de sa fille de 11 ans comment faire cuire des pâtes et préparer une simple sauce tomate. Le lendemain matin, Henri se réveilla avec une sensation étrange. Pour la première fois depuis des années, il n'avait pas programmé de réveil. Aucune réunion matinale, aucun appel à l'étranger, aucun dossier urgent ne l'attendait. Ou plutôt, ils l'attendaient tous, mais il avait choisi de les ignorer. La nuit avait été courte. Après leur dîner improvisé, Sophie Vallier, l'avocate, était venue à son appartement. Une femme d'une quarantaine d'années, aux cheveux noirs coupés courts, au regard vif et à l'expression déterminée. Elle avait écouté leur histoire sans jugement apparent, posant des questions précises, prenant des notes dans un petit carnet, en cuir. « Ce ne sera pas simple, mais c'est faisable », avait-elle conclu. « Nous devrons prouver la filiation, bien sûr. Un test ADN s'imposera. Ensuite, il y aura des démarches administratives, des papiers à remplir, des autorisations à obtenir. La garde d'un enfant ne s'improvise pas, Monsieur Beaumont, même quand on est le père biologique, surtout après 20 ans d'absence. » Ces derniers mots avaient été prononcés sans agressivité, mais avec une fermeté qui laissait entendre que Sophie Vallier ne serait pas impressionnée par sa fortune ou son influence. Elle défendrait avant tout les intérêts de Léa. Combien de temps avait-il demandé? Plusieurs semaines au mieux. Les services sociaux voudront s'assurer que vous êtes apte à élever une enfant. Ils feront des visites, des entretiens. Votre mode de vie sera scruté. Henri avait hoché la tête, acceptant ces conditions sans protester. Lui qui détestait qu'on s'immisce dans sa vie privée, allait devoir ouvrir grand les portes de son existence. « Et en attendant ?» avait demandé Léa qui avait suivi l'échange en silence. Sophie s'était tournée vers elle avec un sourire chaleureux, le premier de la soirée. « En attendant, nous pouvons demander une garde provisoire. Je déposerai les documents d'essai demain matin. Avec un peu de chance et vu l'urgence de ta situation, cela pourrait être accordé rapidement. » Henri avait raccompagné Sophie jusqu'à la porte, la remerciant pour sa rapidité d'intervention. « Je ne fais pas ça pour vous, Monsieur Beaumont, avait-elle précisé, ses yeux gris plantés dans les siens. Je le fais pour cette petite fille qui a besoin d'un foyer stable, et pour sa mère qui semble avoir été une femme remarquable. » Ces mots l'avaient en touché plus qu'il ne l'aurait admis. « Appelez-moi Henri », avait-il simplement répondu. Un léger sourire avait adouci les traits de l'avocate. « Bonne nuit, Henri. Prenez soin d'elle. » Maintenant, à la lumière du jour, Henri se préparait à affronter sa nouvelle réalité. Il s'habilla simplement, délaissant pour une fois ses costumes sur mesure pour un jean et une chemise décontractée. Quand il sortit de sa chambre, il fut surpris de trouver Léa déjà levée, assise dans le salon, plongée dans la lecture d'une des lettres de sa mère. « Bonjour », dit-il doucement pour ne pas la surprendre. Elle leva les yeux et Henri fut à nouveau frappé par cette ressemblance troublante avec lui-même. C'était comme regarder dans un miroir qui reflèterait une version féminine et juvénile de lui. « Bonjour », répondit-elle. « J'ai trouvé du café dans la cuisine. J'espère que ça ne vous dérange pas. »« Bien sûr que non. C'est chez toi maintenant. » Henri se dirigea vers la cuisine et se servit une tasse. « Tu as bien dormi ?» Léa haussa les épaules. « C'était différent. Le lit est très grand. »
Henri s'assit face à elle, tenant sa tasse entre ses mains comme un ancrage dans cette situation nouvelle. « Qu'est-ce que tu lis ?»« Une lettre que maman vous a écrite quand j'avais 7 ans. J'étais très malade. Une pneumonie. Les médecins n'étaient pas sûrs que je... » Elle s'interrompit. Elle était très inquiète. Henri tendit la main et Léa lui donna la lettre. L'écriture de Mathilde, habituellement si soignée, était ici tremblante, précipitée. Henri, je t'écris de l'hôpital Édouard Herriot. Léa est en soins intensifs depuis 3 jours. Une pneumonie sévère, disent les médecins. Sa petite poitrine lutte pour chaque souffle. Ses lèvres sont bleues, sa peau brûlante. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Elle délire dans son sommeil fiévreux, appelant parfois un père qu'elle n'a jamais connu. Je lui ai montré ta photo, tu sais. Celle où nous étions ensemble à Giverny, devant les nymphéas de Monet. Tu souriais vraiment sur cette photo. Pas ce sourire de façade que je vois maintenant, dans les magazines économiques, mais un sourire sincère, celui de l'homme que j'ai aimé. Je me demande souvent ce que tu ferais si tu savais à quel point elle est brillante, sensible, talentueuse. Elle joue déjà des morceaux que mes élèves de 15 ans peinent à maîtriser. Elle a ton intelligence, Henri, cette capacité à comprendre les choses intuitivement, sans effort apparent. Je devrais te détester pour ton absence. Parfois j'essaie, mais je n'y arrive pas. Je me souviens trop bien de l'homme que tu étais, de celui que tu aurais pu devenir si ta mère, ta famille, tes obligations ne t'avaient pas arraché à moi, à nous. Si Léa ne survit pas à cette nuit, je ne te pardonnerai jamais de ne pas l'avoir connue, et je ne me pardonnerai jamais de ne pas avoir été plus forte, plus déterminée, plus convaincante pour te faire part de son existence. Le médecin revient. Je dois te laisser. Avec tout l'amour et toute la colère dont je suis capable, Mathilde. Henri replia la lettre, les mains tremblantes. Je ne savais pas, murmura-t-il. Elle a gardé toutes les lettres qu'elle vous a écrites, expliqua Léa. Même celles qu'elle n'a jamais envoyées. Elle disait que c'était une façon de vous garder dans nos vies, même si vous n'y étiez pas vraiment. Cette phrase simple contenait tant de douleur qu'Henri dut détourner le regard. Son téléphone vibra à nouveau. 37 appels manqués. 52 messages. Son empire s'effondrait, et pour la première fois de sa vie, il s'en souciait à peine. « Je dois régler quelques affaires aujourd'hui, » dit-il finalement. « Mais ensuite, je pensais que nous pourrions aller à Lyon, récupérer tes affaires, voir pour... » Il s'éclaircit la gorge. « Pour ta mère. » Léa acquiesça silencieusement. « J'aimerais bien. » Le téléphone de l'appartement sonna, faisant sursauter Léa. Henri décrocha, s'attendant à entendre la voix paniquée de Philippe ou d'un autre membre du conseil d'administration. « Henri, c'est moi !» La voix glaciale d'Élisabeth Beaumont figea Henri sur place. Sa mère, la matriarche de la famille Beaumont, celle qui, depuis la mort de son mari, dirigeait l'empire familial dans l'ombre, tirant les ficelles, manipulant les pions sur l'échiquier des affaires et des relations sociales. « Mère, » répondit-il, « simplement, j'ai appris que tu hébergeais une enfant chez toi, la fille de cette pianiste. » Le mépris dans sa voix était palpable, même à travers le combiné. « Est-ce vrai ?» Henri jeta un regard à Léa, qui observait intensément ses réactions. « Oui, c'est vrai, Léa est de ma fille. » Un silence glacial accueillit cette confirmation. « Puis, tu dois te débarrasser d'elle immédiatement. Le groupe traverse une crise sans précédent. Laurent Delorme a des documents compromettants sur nos activités en Afrique. Les médias commencent à s'y intéresser. Nous avons besoin de présenter un front uni, irréprochable. Une enfant illégitime sortie de nulle part serait désastreuse pour notre image. » Henri sentit une colère froide monter en lui. « Me débarrasser d'elle » répéta-t-il incrédule. « C'est ma fille, mère, mon sang, votre petite fille. » Le rire sec d'Élisabeth résonna dans le combiné. « Ne sois pas naïf, Henri. Cette fille n'est rien pour nous. Un accident, une erreur de jeunesse. Comme son frère l'a été pour moi. » Ces derniers mots, prononcés avec une indifférence glaciale, firent l'effet d'une bombe. « Son frère » répéta Henri abasourdi. « De quoi parlez-vous » Un silence, puis « Je n'aurais pas dû dire cela. Oublie. »« Non » insista Henri, sa voix se durcissant. « Expliquez-vous. Maintenant. » Un soupir exaspéré. « Très bien. Puisque tu insistes. Avant ton père, j'ai eu une liaison. Une erreur de jeunesse, comme la tienne. Il en est résulté un enfant, un garçon. Je l'ai fait adopter, bien sûr. C'était la seule solution raisonnable.
Henri se sentit vaciller sous le choc de cette révélation. « Vous avez abandonné votre propre fils ?»« J'ai fait ce qui était nécessaire, » corrigea froidement Elisabeth. « Comme tu dois le faire maintenant. Cet enfant n'a pas sa place dans notre monde, Henri. Arrange-toi avec ton avocate pour la placer dans une bonne famille. Assure son avenir financièrement si tu veux, mais éloigne-la de nous. » Henri regarda Léa, qui l'observait avec une intensité troublante, comme si elle pouvait entendre chaque mot de cette conversation révélatrice. « Non, » dit-il simplement. « Pardon ? J'ai dit non, mère. Léa reste avec moi, c'est ma fille. Je ne répéterai pas vos erreurs. » Un silence glacial s'installa, puis « Tu le regretteras, Henri. Le conseil d'administration se réunit cet après-midi. Ton absence a déjà été remarquée, commentée. Philippe Mercier semble particulièrement préoccupé par ton comportement récent. »« Qu'il s'inquiète, » répondit Henri. « Je serai là, avec ma fille. Et après la réunion, j'aimerais que nous parlions de ce frère que vous m'avez caché toute ma vie. » Il raccrocha sans attendre de réponse, le cœur battant à tout rompre. Léa le regardait avec un mélange de crainte et d'admiration. « C'était votre mère ?» demanda-t-elle doucement. Henri acquiesça, incapable de parler. L'hypocrisie de sa mère le suffoquait. Elle avait vécu exactement la même situation que lui, avait fait face au même choix et avait choisi d'abandonner son enfant. Puis elle l'avait poussé, lui, à faire de même, perpétuant un cycle de froideur et d'abandon familial. « Elle ne veut pas de moi, » constata Léa sans émotion apparente. « Elle ne te connaît pas, » répondit Henri, retrouvant sa voix. « Et elle a peur. Peur du changement, peur du scandale, peur que son image parfaite soit ternie. » « Comme vous aviez peur ?» La question était directe, sans accusation, une simple curiosité. Henri la regarda longuement avant de répondre. « Oui, exactement comme j'avais peur. Mais je ne veux plus vivre ainsi. » Il prit son téléphone et composa un numéro. « Camille, préparez la salle du conseil et prévenez tous les membres. Réunion à 14 heures précises. Oui, je serai présent. Non, ce n'est pas négociable. » Il raccrocha et se tourna vers Léa. « Tu vas venir avec moi. »« À votre réunion ?» demanda-t-elle, surprise. « Pourquoi ?»« Parce que tu es ma fille, » répondit-il simplement. « Et parce qu'il est temps que tout le monde le sache. » Quelques heures plus tard, vêtue d'une simple robe bleue achetée à la hâte dans une boutique près de l'appartement, Léa marchait aux côtés d'Henri dans les couloirs de la tour Montparnasse. Chaque employé qu'il croisait dévisageait cet enfant inconnu avec curiosité, certains reconnaissant immédiatement la ressemblance frappante avec leur patron. À l'entrée de la salle du conseil, Henri s'arrêta et s'agenouilla pour se mettre au niveau de Léa. « Tu es prête ?» Elle acquiesça bien que son teint pâle et ses mains légèrement tremblantes trahissaient sa nervosité. « Et vous ?» Henri sourit, touché par cette préoccupation. « Non, mais nous le ferons ensemble. » Quand ils entrèrent dans la vaste salle du conseil, un silence immédiat tomba sur l'assemblée. 12 paires d'yeux se fixèrent sur eux, passant d'Henri à Léa avec stupéfaction. Elisabeth Beaumont, assise en bout de table, se figea, son visage habituellement impassible trahissant pour une fois une émotion, la colère. « Mesdames, messieurs » commença Henri d'une voix claire. « Avant d'aborder la crise que traverse notre groupe, permettez-moi de vous présenter quelqu'un d'important. Voici Léa Laforge, ma fille. » Le chaos qui suivit cette simple déclaration marqua le début d'un séisme qui allait transformer non seulement la vie d'Henri et de Léa, mais aussi l'empire Beaumont tout entier. Le silence qui avait suivi la déclaration d'Henri fut brisé par un murmure collectif, comme une vague de chuchotements qui enfla rapidement. Elisabeth Beaumont s'était levée, son visage figé dans une expression indéchiffrable. Philippe Mercier, assis à sa droite, regardait alternativement Henri et Léa avec une stupéfaction non dissimulée. « Henri, » commença sa mère d'une voix glaciale, « je pense que cette présentation pourrait attendre la fin de notre réunion. Nous avons des sujets urgents à traiter. »« Ma fille n'est pas un sujet annexe, mère, » répondit Henri sans se départir de son calme. « Elle fait partie de ma vie désormais, et donc, indirectement, de cette entreprise. Je tenais à ce que tout soit clair dès le départ. » Il s'avança vers la grande table ovale, guidant doucement Léa vers un siège vide à ses côtés. La fillette se tenait droite,
visiblement intimidé mais déterminé à ne pas le montrer. Sa ressemblance avec Henri n'échappait à personne. Maintenant, poursuivit-il en s'asseyant, parlons de cette crise. Pendant les 2 heures qui suivirent, Henri dirigea la discussion avec une autorité tranquille, qui surprit même ses plus proches collaborateurs. Les accusations de Laurent Delorme concernaient des contrats douteux en Afrique, signés 3 ans plus tôt. Des contrats qu'Henri n'avait jamais vraiment examinés en détail, faisant confiance à son équipe. Ces documents suggèrent que nous avons versé des pots de vin à plusieurs officiels pour obtenir des marchés publics, expliqua Philippe, visiblement mal à l'aise. Si ces allégations sont prouvées, nous risquons non seulement une amende colossale, mais aussi des poursuites pénales. Qui a signé ces contrats? Demanda Henri, feuilletant rapidement. Les documents étalés devant lui. Un silence gêné suivit sa question. Philippe toussa légèrement. C'est moi qui ai supervisé ces négociations, Henri. Mais tu as approuvé les documents finaux. Henri secoua la tête. Je n'ai jamais approuvé de versements illégaux. Pas explicitement, non, concéda Philippe, mais les clauses étaient ambiguës, volontairement. Henri sentit le regard de Léa peser sur lui. Que pensait-elle en découvrant ce monde d'adultes où les mots pouvaient signifier leur contraire, où les silences étaient aussi éloquents que les discours, où l'éthique se pliait souvent aux exigences du profit? Nous allons coopérer pleinement avec les autorités, annonça-t-il d'une voix ferme. Ouvrir nos livres, fournir tous les documents demandés. Pas de dissimulation, pas de manœuvre dilatoire. Élisabeth Beaumont se leva brusquement. C'est de la folie. Coopérer signifie admettre notre culpabilité. Non, mère, répondit calmement Henri. Coopérer signifie reconnaître nos erreurs et les corriger. Cette entreprise ne sera plus dirigée par la peur et le secret. Il jeta un regard à Léa, qu'il observait avec une intensité troublante. Dans ses yeux, il crut lire non pas du jugement, mais une sorte d'évaluation prudente, comme si elle jaugeait sa sincérité, sa valeur morale. La réunion s'acheva dans une atmosphère tendue. Alors que les membres du conseil quittèrent la salle, Philippe s'approcha d'Henri. « Tu as changé », constata-t-il simplement. « En 24 heures ?» répondit Henri avec un sourire sans joie. « En 24 heures, oui. » Philippe hésita. « Cette enfant, elle est vraiment ta fille ?» Henri acquiesça. « Sans aucun doute. »« Et sa mère ?»« Mathilde est décédée il y a 3 mois. » Philippe pâlit visiblement. « Je suis désolé, Henri, vraiment. Je sais ce qu'elle représentait pour toi. »« Le savais-tu » demanda Henri, une pointe d'amertume dans la voix. « Parce que pendant 20 ans, j'ai essayé de l'oublier, de prétendre que cette période de ma vie n'avait jamais existé. Avec ton aide, avec celle de ma mère, avec celle de tous ceux qui m'entouraient. » Philippe baissa les yeux. « Nous pensions agir pour ton bien, pour le bien de l'entreprise. Et maintenant, penses-tu toujours que c'était la bonne décision ?» Philippe regarda Léa, qui attendait patiemment près de la fenêtre, observant Paris s'étendre à ses pieds. « Non, » admit-il doucement. « Je pense que nous avons tous commis une terrible erreur. » Henri hocha la tête, acceptant cette confession sans commentaire. « Je dois y aller. Léa et moi avons beaucoup à faire. » Alors qu'ils quittèrent le bâtiment, Henri remarqua que Léa semblait préoccupée. « Tout va bien ?» demanda-t-il. Elle hésita avant de répondre. « C'est compliqué ce que vous faites, votre travail. » Ce n'était pas une question, mais Henri sentit qu'elle attendait une explication. « Oui, c'est compliqué. Parfois, les décisions ne sont pas clairement bonnes ou mauvaises. Il y a des zones grises. » « Maman disait que c'était comme en musique, » répondit Léa, surprise de voir Henri s'arrêter net au milieu du trottoir. « Comment ça ?» Elle disait que la vie n'est pas faite que de notes blanches ou noires. Il y a des dièses, des bémols, des nuances. L'important n'est pas la perfection, mais l'harmonie. Henri sentit sa gorge se serrer. Comment cet enfant de 11 ans, avec sa sagesse empruntée à une mère disparue, pouvait-elle mettre des mots si justes sur ce qu'il ressentait confusément depuis des années? « Ta mère était une femme remarquable, » dit-il simplement. Le téléphone d'Henri sonna, interrompant ce moment. C'était Sophie Vallier. « J'ai de bonnes nouvelles, » annonça l'avocate sans préambule. « Le juge des affaires familiales accepte de vous recevoir demain matin. C'est exceptionnel, compte tenu des délais habituels. Il semblerait que le nom Beaumont ouvre encore quelques portes. »« Merci, Sophie, » répondit Henri. « Nous serons là. »
Pas si vite, l'arrêta Sophie. Il y a un problème. L'assistante sociale de Lyon a contacté ses homologues parisiens. Ils exigent une enquête approfondie avant de vous accorder la garde, même provisoire. Votre mode de vie, vos horaires de travail, votre inexpérience en matière d'éducation les inquiète. Henri sentit une vague de panique le submerger. Ils veulent me séparer de Léa. Pas nécessairement, mais ils veulent des garanties, des preuves que vous êtes capable de vous occuper d'une enfant. Quelles preuves? Sophie hésita. C'est délicat. Normalement, ils évaluent la situation sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mais nous n'avons pas ce temps. Léa a besoin d'un foyer stable immédiatement. Que suggérez-vous? Rencontrons-nous, ce soir si possible, j'ai peut-être une idée. 3 heures plus tard, Henri et Léa attendaient Sophie dans un petit café près du jardin du Luxembourg. La terrasse était paisible en ce début de soirée, offrant une vue apaisante sur les allées du parc où des enfants jouaient encore sous la surveillance de leurs parents. « Tu aimes Paris » demanda Henri, brisant un silence qui s'était installé entre eux. Léa haussa les épaules. « C'est grand, bruyant, différent de Lyon. Tu veux y retourner? À Lyon ?» Elle le regarda, surprise. « Vous me laisseriez choisir. » Henri réfléchit un instant. « Je préférerais que tu restes avec moi, à Paris. Mais si tu es vraiment malheureuse ici, nous trouverons une solution. Peut-être pourrais-je m'installer à Lyon, au moins partiellement. » L'idée de quitter Paris, le centre de son pouvoir, de son influence, pour une ville de province aurait semblé absurde à l'Henri d'il y a 3 jours. Mais l'homme qui parlait maintenant envisageait sérieusement de bouleverser sa vie entière pour le bien-être d'une enfant qu'il connaissait à peine. « Je pense que je pourrais m'habituer à Paris, » dit finalement Léa, « si je peux continuer. Le piano. »« Bien sûr, » répondit immédiatement Henri. « Nous trouverons le meilleur professeur, la meilleure école. » « Maman était le meilleur professeur, » corrigea doucement Léa. Henri acquiesça, acceptant cette vérité indiscutable. « Bien sûr, personne ne pourra la remplacer. Mais nous trouverons quelqu'un qui saura respecter ce qu'elle t'a enseigné et t'aider à progresser. » Sophie Vallier arriva à ce moment, s'excusant pour son retard. Elle portait toujours son tailleur de travail mais avait détaché ses cheveux, adoucissant quelque peu son apparence sévère. « Bonsoir Léa, » dit-elle en s'asseyant. « Comment vas-tu? »« Bien, merci, » répondit poliment la fillette. Sophie la regarda avec « Attention, tu sais pourquoi nous sommes ici, n'est-ce pas? Pour parler de ton avenir, de l'endroit où tu vas vivre. » Léa hocha la tête. « Avec mon père, » dit-elle simplement, comme si c'était une évidence. Henri sentit son cœur se serrer à ces mots. « Mon père. » C'était la première fois que Léa le désignait ainsi, non plus comme vous ou Monsieur Beaumont, mais comme son père. Ce simple mot contenait tant de responsabilités, tant de promesses. « C'est ce que nous souhaitons tous, » confirma Sophie, « mais les services sociaux ont besoin de s'assurer que c'est la meilleure solution pour toi. »« Pourquoi ?» demanda Léa avec une logique implacable. « Il est mon père. Maman voulait que je le trouve. C'est écrit dans ses lettres. » Sophie sourit doucement. « La loi est parfois compliquée, Léa, même quand les choses semblent simples et évidentes. » Elle se tourna vers Henri. « J'ai parlé longuement avec la juge Moreau. Elle est prête à accélérer les procédures, mais elle a besoin de garanties. Des preuves que vous pouvez offrir à Léa un environnement stable, équilibré. »« Quelle garantie ?» demanda Henri impatient. « Premièrement, des horaires de travail raisonnables, plus de 70 heures par semaine, comme vous le faites actuellement. » Henri acquiesça sans hésiter. « Je délèguerai davantage. Je travaillerai de chez moi quand c'est possible. » Deuxièmement, une présence adulte constante auprès de Léa. Vous ne pouvez pas simplement l'inscrire dans un pensionnat ou la confier à une succession de nounous. Henri fronça les sourcils. « Je n'en ai jamais eu l'intention. » Et troisièmement, poursuivit Sophie, la juge souhaiterait idéalement une présence féminine dans la vie de Léa, une figure maternelle. Un silence suivit cette déclaration. Henri regarda Sophie avec incompréhension. « Une figure maternelle ? Vous suggérez que je me marie pour satisfaire une exigence administrative ?» Sophie secoua la tête. « Non, bien sûr que non, mais une présence stable, régulière, une femme qui pourrait être présente dans la vie de Léa, l'accompagner, la guider dans certains aspects que vous, en tant que père, pourriez trouver délicats. » Henri semblait perplexe. « Et où suis-je censé trouver cette personne ?»
Je pourrais aider, proposa soudain Sophie. Temporairement, bien sûr, jusqu'à ce que la situation soit stabilisée. Henri la dévisagea, surpris. Vous? Sophie rougit légèrement. J'ai l'habitude des enfants. Ma sœur a 3 filles que je vois régulièrement. Et ma situation professionnelle me permet une certaine flexibilité. Je pourrais être présente quand vous ne le pouvez pas, accompagner Léa dans certaines démarches, l'aider à s'adapter à sa nouvelle vie. Henri étudia attentivement l'avocate. Il ne la connaissait que depuis un jour, mais il y avait quelque chose en elle qui inspirait confiance. Une solidité, une honnêteté qui se faisait rare dans son entourage habituel. « Pourquoi feriez-vous cela ?» demanda-t-il, méfiant malgré tout. Sophie regarda Léa qui suivait l'échange avec attention. « Parce que cette petite fille a besoin d'aide, parce que j'admire sa mère pour le courage dont elle a fait preuve toutes ces années. Et parce que je crois que vous essayez sincèrement de faire ce qui est juste, même si c'est nouveau pour vous. » Henri considéra la proposition. Une part de lui, l'homme d'affaires habitué à négocier, à chercher, le piège dans chaque offre, se méfiait de cette générosité inattendue. Mais une autre part, celle qui s'éveillait lentement depuis l'arrivée de Léa, sentait que cette alliance pourrait être bénéfique, non seulement pour résoudre les problèmes administratifs, mais aussi pour l'aider dans cette paternité dont il ignorait tout. « Qu'en penses-tu, Léa » demanda-t-il, surprenant à la fois la fillette et l'avocate par cette consultation. Léa regarda longuement Sophie, avec cette intensité qui semblait sonder l'âme de son interlocuteur. « Elle a des livres dans son sac, » dit-elle finalement, « pas seulement des dossiers, et elle a un bracelet que sa nièce lui a fait. Elle le touche quand elle parle d'enfants. » Henri sourit, impressionné par la perspicacité de sa fille. « Est-ce que ça veut dire que tu serais d'accord ?» Léa haussa les épaules, ce geste si caractéristique qui semblait minimiser l'importance de sa réponse. « Je pense que oui. Elle a l'air gentille et intelligente, comme maman. » Sophie semblait touchée par cette comparaison. « Je ne pourrai jamais remplacer ta mère, Léa. Personne ne le peut, mais je serai honoré de t'aider si tu le veux bien. » Ainsi fut scellée une alliance qui allait transformer non seulement la vie d'Henri et de Léa, mais aussi celle de Sophie Vallier. Une alliance née de circonstances exceptionnelles, fondée sur le besoin, la compassion et peut-être quelque part un désir de rédemption. Le lendemain matin, tous 3 se présentèrent devant la juge Moreau, Henri, impeccable dans un costume bleu marine, Léa dans une robe simple mais élégante, et Sophie, professionnelle et rassurante, dans son tailleur gris. La juge, une femme d'une 60aine d'années au regard perçant, les observa longuement, avant de parler. « Monsieur Beaumont, je dois vous avouer que votre cas est inhabituel. Découvrir une paternité après 11 ans d'absence, demander la garde d'une enfant que vous connaissez à peine, tout cela dans un contexte de crise professionnelle. » Elle secoua la tête. « Dans des circonstances normales, j'aurais exigé une longue période d'observation. » Henri sentit son cœur se serrer. Léa, assise entre lui et Sophie, se tendit visiblement. « Mais, » poursuivit la juge, « les circonstances ne sont pas normales. Cet enfant a besoin d'un foyer maintenant. Et les arrangements que vous proposez avec l'aide de Maître Vallier semblent répondre aux exigences minimales. » Elle se tourna vers Léa. « Jeune fille, est-ce que tu veux vivre avec ton père ?» Léa regarda Henri, puis la juge. « Oui, madame. Même si tu ne le connais que depuis quelques jours ?»« Je le connais depuis toujours, » répondit Léa avec une assurance surprenante. « Par les lettres de maman, par ses histoires. Je le rencontre seulement maintenant. » La juge hocha la tête, visiblement touchée par cette réponse. « Très bien, j'accorde la garde provisoire à monsieur Henri Beaumont sous réserve des conditions suivantes. » Alors que la juge énumérait les obligations légales, les visites régulières des services sociaux, les rapports à fournir, Henri sentit la petite main de Léa se glisser dans la sienne. Ce simple contact, cette confiance accordée, valait plus que toutes les fortunes qu'il avait amassées. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrivée de Léa dans la vie d'Henri. 3 semaines de découverte, d'ajustement et de bouleversement profond. L'appartement parisien, autrefois immaculé et impersonnel, portait désormais les traces d'une présence enfantine. Des partitions de musique sur le piano récemment installées, des livres d'école sur la table basse, une veste oubliée sur le dossier d'une chaise. Henri avait tenu sa promesse. Il quittait désormais son bureau à 18 heures précises,
déléguant ce qui pouvait l'être, reportant ce qui n'était pas urgent. Sophie venait presque tous les jours, parfois pour quelques heures, parfois pour toute la soirée. Sa présence apportait une douceur, une légèreté, qui manquait cruellement à l'existence d'Henri. Ce matin-là, alors qu'ils prenaient le petit déjeuner ensemble, Henri remarqua que Léa semblait préoccupée. « Quelque chose te tracasse ?» demanda-t-il, encore maladroit dans ce rôle parental qui lui était si nouveau. Léa hésita, remuant distraitement ses céréales. « Votre mère, ma grand-mère, elle ne m'aime pas, n'est-ce pas ?» La question prit Henri au dépourvu. Élisabeth Beaumont avait brillé par son absence ces dernières semaines, refusant obstinément de rencontrer sa petite-fille. Ses seules communications avec Henri concernaient l'entreprise, et encore uniquement par l'intermédiaire de Philippe. « Mercier, ce n'est pas toi qu'elle n'aime pas, » répondit-il prudemment. « C'est l'idée de toi, de ce que tu représentes. » « Un scandale, » suggéra Léa avec une perspicacité troublante. Henri sourit tristement. « Entre autres, mais surtout, tu représentes une faille dans sa vision parfaite de notre famille, une preuve que les apparences qu'elle s'efforce de maintenir depuis si longtemps ne sont que cela, des apparences. » Léa sembla réfléchir à cette explication. Comme dans les lettres de maman, elle parlait souvent de votre mère. Elle disait qu'elle vivait dans une cage dorée qu'elle avait elle-même construite. Henri fut frappé par la justesse de cette image. Ta mère était très perspicace. Elle disait aussi que vous lui ressembliez trop, à votre mère, que vous construisiez la même cage autour de vous. Ces mots touchèrent Henri en plein cœur. Il repensa à la révélation faite par sa mère, ce frère dont il ignorait l'existence, abandonné pour préserver les apparences, exactement comme il avait été poussé à abandonner Mathilde et l'enfant qu'elle portait. « Ta mère avait raison, » admit-il doucement, « mais je travaille à briser cette cage maintenant, grâce à toi. » Le téléphone sonna, interrompant. Ce moment de confidence, c'était Philippe Mercier. « Henri, il faut que tu viennes immédiatement. » Annonça-t-il sans préambule. « Ta mère a convoqué une réunion extraordinaire du conseil d'administration. Elle veut te faire destituer de ton poste de PDG. » Henri sentit un froid l'envahir. Sur quelle base? Négligence professionnelle, prise de décision hasardeuse, conflit d'intérêts. Philippe soupira. Elle a rallié plusieurs membres du conseil à sa cause. C'est sérieux, Henri. J'arrive, répondit-il simplement avant de raccrocher. Léa l'observait avec inquiétude. Des problèmes? Henri hésita. Que dire à une enfant de 11 ans des luttes de pouvoir qui déchirèrent son entreprise? Comment lui expliquer que sa simple existence était devenue une arme dans cette guerre? Rien que je ne puisse gérer, répondit-il avec une assurance qu'il était loin de ressentir. Je dois aller au bureau, mais je ne serai pas long. Sophie viendra te chercher pour t'emmener à ton cours de piano. Léa acquiesça, mais Henri pouvait voir qu'elle n'était pas dupe. Cet enfant semblait avoir un don pour percevoir les non-dits, les tensions cachées sous les mots rassurants. Une heure plus tard, Henri entrait dans la salle du conseil. L'atmosphère était électrique. Élisabeth Beaumont trônait à sa place habituelle, droite et inflexible dans son tailleur gris-perle. À ses côtés, plusieurs membres du conseil affichaient des mines graves, évitant soigneusement le regard d'Henri. « Mère, » salua froidement Henri en prenant place, « j'apprends que vous souhaitez me destituer. » Élisabeth ne scia pas. « Ce n'est pas personnel, Henri. C'est une question de survie pour l'entreprise. Ton comportement ces dernières semaines a été erratique, imprévisible. Tu as négligé des dossiers cruciaux, annulé des réunions importantes, délégué des décisions stratégiques à des subalternes. J'ai réorganisé mes priorités, corrigea Henri, ce que tout bon manager devrait faire régulièrement. Tu as laissé tes problèmes personnels interférer avec tes responsabilités professionnelles, contra Élisabeth, sa voix se durcissant. Cet enfant te distrait de l'essentiel. Henri sentit la colère monter en lui. Cet enfant, comme vous dites, est ma fille, votre petite fille, et elle a un nom, Léa. Peu importe son nom, répliqua Élisabeth avec un geste dédaigneux. Ce qui importe, c'est que depuis son arrivée, tu as mis en péril tout ce que notre famille a construit. Les actions ont chuté de 15%. 3 contrats majeurs ont été perdus. La confiance des investisseurs s'érode chaque jour. À cause des accusations de corruption, précisa Henri, pas à cause de ma fille. Accusations que tu...
a choisi d'affronter de front, plutôt que de les gérer discrètement comme nous l'avons toujours fait. Henri regarda autour de la table, cherchant des alliés. Philippe Mercier semblait mal à l'aise, tiraillé entre sa loyauté envers Henri et la force des arguments d'Élisabeth. « Je crois, » dit lentement Henri, « que c'est précisément cette façon de faire qui nous a menés où nous sommes aujourd'hui. Gérer discrètement, étouffer les problèmes, maintenir les apparences à tout prix. » Il se leva, dominant l'assemblée de sa haute stature. « J'ai découvert récemment que ma propre mère avait abandonné un enfant pour préserver sa réputation, son statut social, qu'elle avait ensuite orchestré l'éloignement de la femme que j'aimais et de l'enfant qu'elle portait pour les mêmes raisons. Tout cela au nom des apparences, de la réputation Beaumont. » Un murmure parcourut l'assemblée. Élisabeth pâlit visiblement, ses mains se crispant sur les accoudoirs de son fauteuil. « Ces méthodes appartiennent au passé, » poursuivit Henri. « Elles nous ont peut-être apporté la fortune et le pouvoir, mais à quel prix? Combien d'autres secrets honteux sont enterrés dans les fondations de cet empire? Combien d'autres vies brisées pour maintenir la façade? Tu deviens sentimental, Henri, coupa Élisabeth, retrouvant sa voix. Les affaires n'ont pas de place pour les sentiments. Non, mère, je deviens humain. Il y a une différence. Un silence suivit cette déclaration. Philippe Mercier se leva lentement. Je pense, dit-il en regardant Élisabeth droit dans les yeux, que nous devrions reconsidérer cette motion. Henri a fait preuve d'un courage remarquable ces dernières semaines, tant dans sa vie personnelle que professionnelle. Il a choisi d'affronter nos problèmes plutôt que de les dissimuler. C'est précisément le genre de leadership dont nous avons besoin en ces temps difficiles. Élisabeth le fusilla du regard. « Toi aussi, Philippe, je te croyais plus raisonnable. »« J'ai été complice de trop de silence, Madame Beaumont, » répondit Philippe avec une fermeté nouvelle. « Il est temps que cela cesse. » D'autres membres du Conseil commencèrent à exprimer leur soutien à Henri, surprenant visiblement Élisabeth, qui voyait son plan s'effondrer sous ses yeux. « Très bien, » dit-elle finalement, se levant avec une dignité glaciale. « Puisque c'est ainsi, je n'ai plus ma place ici. Je démissionne de ce conseil. » Elle rassembla ses documents d'un geste précis, évitant soigneusement le regard d'Henri. « J'espère que tu ne regretteras pas tes choix, mon fils. Les sentiments sont des luxes que peu peuvent se permettre dans notre position. » Alors qu'elle s'apprêtait à quitter la salle, Henri l'interpella. « Mère, attendez. » Élisabeth s'immobilisa sans se retourner. « Je veux retrouver mon frère, » annonça Henri d'une voix ferme. « Votre fils, celui que vous avez abandonné. » Elle se tourna lentement, son visage parfaitement composé malgré la pâleur de ses joues. « Pourquoi faire? Pour remuer de vieilles histoires qui ne concernent personne? »« Pour réparer ce qui peut l'être, » répondit simplement Henri. « Pour briser ce cycle de secrets et d'abandon. Pour que Léa puisse connaître son oncle. Pour que vous puissiez, peut-être, connaître votre fils. » Quelque chose vacilla dans le regard d'Élisabeth, une fissure infime dans son armure parfaite. « Il s'appelle Jean-Pierre, » dit-elle finalement d'une voix à peine audible. « Jean-Pierre Moreau. Il vit à Lyon. » Sur ces mots, elle quitta la salle, laissant derrière elle un silence chargé d'émotions contradictoires. En fin d'après-midi, Henri retrouva Léa et Sophie dans un petit café près du conservatoire où la fillette venait de terminer son cours de piano. Les yeux de Léa brillaient d'excitation. « Mon professeur dit que j'ai un niveau exceptionnel, » annonça-t-elle dès qu'Henri s'assit. « Il dit que maman m'a parfaitement formé. » Henri sourit, touché par cet enthousiasme. Je n'en doutais pas une seconde. Sophie observait discrètement leur interaction, un sourire aux lèvres. Ces 3 semaines avaient créé entre eux une étrange famille improvisée où chacun trouvait progressivement sa place. « Comment s'est passée ta réunion ?» demanda-t-elle à Henri, percevant la tension qui habitait encore ses traits. « Ma mère a essayé de me faire destituer, » répondit-il simplement. « Elle a échoué et elle a démissionné. » Léa leva les yeux de son chocolat chaud. « Elle est fâchée contre moi ?» Henri secoua la tête. « Non, Léa, elle est fâchée contre moi. Contre les changements que j'ai apportés à ma vie, à l'entreprise. Elle a passé toute son existence à construire un certain ordre des choses et je viens de le bouleverser. » Complètement. « Est-ce qu'elle reviendra ?» demanda la fillette. Henri échangea un regard avec Sophie. « Je ne sais pas, peut-être, quand elle sera prête. » Il hésita, puis ajouta « J'ai appris quelque chose d'important aujourd'hui. Tu as un oncle, Léa, mon demi-frère. Il s'appelle Jean-Pierre et il vit à Lyon. »
Les yeux de Léa s'écarquillèrent. « À Lyon? Comme moi ?»« Oui, comme toi. C'est une étrange coïncidence, n'est-ce pas ?» Sophie les regardait, surprise. « Vous ne saviez pas que vous aviez un frère ?» Henri secoua la tête. « Ma mère l'a fait adopter avant de rencontrer mon père, pour préserver sa réputation, son avenir. Exactement comme elle a essayé de m'éloigner de Mathilde et de Léa des années plus tard. « Allez-vous le chercher ?» demanda Sophie. Henri acquiesça. « Nous partons pour Lyon demain. » Il regarda Léa. « Si tu es d'accord, bien sûr, ce serait l'occasion de récupérer le reste de tes affaires, de dire au revoir à tes amis, et de nous occuper des cendres de ta mère. » Les yeux de Léa s'embuèrent légèrement, mais elle hocha la tête avec détermination. « J'aimerais bien, et j'aimerais rencontrer mon oncle. Tu veux venir avec nous ?» demanda soudain Henri à Sophie, surprenant l'avocate et se surprenant lui-même par cette invitation spontanée. Sophie hésita. « Je ne voudrais pas m'imposer dans un moment si personnel. »« Tu ne t'imposes pas, » corrigea doucement Henri. « Nous te le demandons, n'est-ce pas, Léa ?» La fillette acquiesça vigoureusement. « S'il vous plaît, venez. Vous pourriez rencontrer Madame Moreau et voir où j'habitais avant, et entendre les histoires que les voisins racontent sur maman. » Touchée par cette insistance, Sophie finit par accepter. « Très bien, je viendrai. » Le lendemain, ils prirent le TGV pour Lyon, Henri ayant délibérément choisi le train plutôt que sa voiture avec chauffeur ou son jet privé. C'était un voyage différent qu'il entreprenait, un voyage vers le passé, vers les racines de sa fille, vers une partie de lui-même qu'il avait perdue en chemin. Pendant le trajet, Léa montra à Sophie les dernières lettres de l'enveloppe, celles que Mathilde avait écrites dans les derniers mois de sa vie. Des lettres où transparaissait à la fois la douleur de la maladie et une sérénité face à l'inévitable, une acceptation teintée d'un seul regret. Laisser Léa seule, dans un monde parfois cruel. Elle savait qu'elle partait, expliqua doucement Léa. Elle m'a fait promettre de vous trouver, de vous donner une chance de me connaître et de vous connaître. Henri, assis face à elle, sentit sa gorge se nouer. Mathilde, même mourante, avait pensé à lui, à leur fille, à ce lien qui aurait dû exister depuis toujours. Elle ne m'en voulait pas, demanda-t-il la voix rauque. Après tout ce temps, toutes ces lettres sans réponse? Léa secoua la tête. Non, elle disait toujours que la colère est un luxe qu'on ne peut pas se permettre quand on aime vraiment quelqu'un. Elle disait que vous étiez prisonnier, pas méchant. Ces mots simples, cette absolution venue d'outre-tombe frappèrent Henri en plein cœur. Il détourna le regard vers le paysage qui défilait, incapable de contenir l'émotion qui l'envahissait. Sophie, témoin silencieuse de cet échange, comprit alors pleinement la profondeur de la blessure que portait cet homme, en apparence si puissant. Une blessure qu'il commençait seulement à penser grâce à cet enfant qui lui offrait une seconde chance qu'il ne méritait peut-être pas, mais qu'il semblait déterminé à saisir. Le train filait vers Lyon, vers un passé jamais vraiment enterré, vers un frère inconnu, vers la dernière demeure d'un amour sacrifié sur l'autel des convenances, mais aussi peut-être vers un nouveau départ pour cette étrange famille recomposée par les hasards de la vie et la persévérance d'une petite fille aux yeux bleus. Lyon s'éveillait sous un soleil printanier lorsque Henri, Léa et Sophie descendirent du taxi qui les avait conduits depuis la gare de la Part-Dieu jusqu'au quartier de la Croix-Rousse. Les pentes escarpées, les traboules mystérieuses, l'architecture si différente de l'haussmannien parisien donnaient à ce quartier un charme particulier, une authenticité qui contrastait avec le monde aseptisé dans lequel Henri avait évolué ces 20 dernières années. « C'est là », annonça Léa en désignant un immeuble ancien aux pierres dorées typiques de Lyon, au 3e étage. Henri observa le bâtiment avec émotion. C'était donc ici que sa fille avait grandi, ici que Mathilde avait vécu toutes ces années, écrivant ces lettres qui ne lui parviendraient jamais. Il imagina Mathilde montant ses marches, jour après jour, portant ses courses, tenant la main d'une petite Léa, vieillissant lentement, s'éteignant finalement, loin de lui, sans qu'il en sache rien. « Madame Moreau habite au 2e, précisa Léa, alors qu'ils entrèrent dans l'immeuble. C'est elle qui a les clés de notre appartement, et les cendres de maman. » Ils montèrent l'escalier en silence, chacun absorbé dans ses pensées. Henri se sentait comme un intrus dans ce lieu chargé de souvenirs auquel il n'avait
Pas participer. Sophie, sensible à son trouble, effleura discrètement son bras en signe de soutien. Madame Moreau les attendait sur le palier, prévenue de leur visite. C'était une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris coupés courts, au visage marqué par la vie mais illuminé par un regard bienveillant. Dès qu'elle aperçut Léa, elle ouvrit grand les bras et la fillette s'y précipita. « Ma petite Léa !» murmura la vieille dame en l'étreignant. « Comme tu m'as manqué !» Elle leva ensuite les yeux vers Henri, l'examinant sans fausse politesse, avec une franchise directe. « Alors c'est vous, le père, vous lui ressemblez, c'est indéniable. » Henri tendit la main, étrangement intimidé par cette femme simple qui avait été plus présente pour sa fille que lui ne l'avait jamais été. « Henri Beaumont, je vous remercie d'avoir pris soin de Léa. »« Je n'ai fait que ce que n'importe qui aurait fait, » répondit-elle en serrant sa main. « Mathilde était comme une fille pour moi, et cette petite... » Elle caressa tendrement les cheveux de Léa. Comment ne pas l'aimer? Elle les invita à entrer dans son appartement modeste mais chaleureux, où les meubles anciens côtoyaient des photos de famille et des plantes verdoyantes. Sur une étagère, une urne simple en céramique bleue trônait, entourée de quelques photos de Mathilde. « Elle est là, » dit doucement Madame Moreau suivant le regard d'Henri. « J'ai pensé que ce serait bien qu'elle reste ici jusqu'à ce que vous décidiez quoi faire. » Henri s'approcha lentement de l'urne, submergé par une émotion qu'il n'avait pas anticipée. Mathilde, réduite à ses cendres, à ses souvenirs, à ses lettres jamais lues. Il effleura du bout des doigts la céramique froide, incapable de parler. « Je vais nous faire du thé », proposa Madame Moreau, comprenant son besoin de silence. « Et j'ai fait des madeleines, celles que tu aimes, Léa. » Pendant que la vieille dame s'affairait dans sa petite cuisine, Henri examina les photos. Mathilde à différents âges, toujours, avec ce sourire lumineux qu'il avait tant aimé. Mathilde tenant un bébé Léa dans ses bras, Mathilde et Léa au piano. Mathilde plus âgée, plus mince, le visage marqué par la maladie mais les yeux toujours aussi vifs. « Elle était belle », dit Sophie qui s'était approchée sans bruit. « Elle l'était », confirma Henri. « Pas seulement physiquement. Elle avait une beauté intérieure, une lumière. Elle voyait le monde différemment. Elle trouvait de la beauté partout, même dans les endroits les plus sombres. « C'est ce que je vois en Léa », observa doucement Sophie. « Cette capacité à percevoir ce que les autres ne voient pas. » Henri acquiesça, reconnaissant dans les mots de Sophie une vérité qui le touchait profondément. « J'espère être à la hauteur, » murmura-t-il, « de ce qu'elle mérite, de ce que Mathilde aurait voulu. »« Vous l'êtes déjà, » affirma Sophie avec une conviction qui le surprit. « Par vos choix, par vos actes, vous avez bouleversé toute votre vie pour elle. » Leur conversation fut interrompue par le retour de Madame Moreau, portant un plateau de thé et de madeleine encore tiède. Ils s'installèrent tous autour de la petite table, et Henri écouta la vieille dame raconter des anecdotes sur Mathilde, et Léa des fragments de vie qu'il avait manqués, mais qu'il chérissait maintenant comme des trésors. « Elle parlait souvent de vous, vous savez, » dit Madame Moreau, en regardant Henri par-dessus sa tasse de thé. Jamais avec amertume, toujours avec une sorte de nostalgie. Comme si vous étiez un rêve qu'elle avait dû abandonner, mais qu'elle n'avait jamais vraiment oublié. Ces mots touchèrent Henri plus profondément qu'il ne l'aurait cru possible. « J'aurais dû être là, dit-il simplement. J'aurais dû savoir. »« Oui, vous auriez dû, » confirma Madame Moreau sans détour. « Mais vous êtes là maintenant, c'est ce qui compte. » Après le thé, ils montèrent à l'appartement de Mathilde et Léa. L'endroit était petit mais lumineux, avec de grandes fenêtres donnant sur les toits de Lyon et au loin sur les Alpes par temps clair. Un piano droit occupait une place centrale dans le salon, entouré de partitions et de livres de musique. Henri observa silencieusement ce lieu où sa fille avait grandi, où la femme qu'il avait aimée avait vécu sans lui. Chaque objet racontait une histoire. Chaque recoin abritait un souvenir qu'il n'avait pas partagé. Léa s'approcha du piano et l'ouvrit délicatement. « Maman jouait tous les jours, » m'expliqua-t-elle, même quand elle était très malade. Elle disait que la musique était sa façon de parler à l'univers. Elle posa ses doigts sur les touches et commença à jouer. Une mélodie simple, mais profondément émouvante emplit l'appartement. Henri reconnut immédiatement le morceau. C'était une composition de Mathilde, celle qu'elle jouait souvent dans son petit appartement parisien, il y a 20 ans, quand ils s'aimaient sans entrave. Elle l'a écrite pour vous,
dit doucement Léa sans cesser de jouer. Elle l'appelait Henry's Dream. Elle me l'a apprise quand j'étais petite. Elle disait que c'était important que je sache jouer la musique de mon père. La musique de mon père. Ces mots résonnèrent sur Henri avec une force inattendue. Non pas au sens littéral, il n'avait jamais été musicien, mais dans un sens plus profond. Cette mélodie capturait quelque chose de lui, une essence que Mathilde avait su percevoir et préserver, même après son départ. Sophie, debout près de la fenêtre, observait cette scène avec une émotion qu'elle ne cherchait pas à dissimuler. Ses yeux brillaient de larmes contenues, témoins silencieux de cette reconnexion entre un père et sa fille à travers la musique d'une femme disparue. Quand Léa eut fini de jouer, un silence respectueux s'installa dans l'appartement, comme si la mélodie continuait à vibrer invisiblement dans l'air. « Nous devrions commencer à rassembler tes affaires », suggéra finalement Sophie, et décider quoi faire pour... Elle jeta un regard vers le bas, où se trouvait l'appartement de Madame Moreau et l'urne contenant les cendres de Mathilde. Léa acquiesça et se dirigea vers sa chambre. Henri et Sophie la suivirent, découvrant une petite pièce aux murs couverts de posters de pianistes célèbres et d'étoiles phosphorescentes. Une bibliothèque débordait de livres, un petit bureau était encombré de cahiers d'école et de partitions annotées. « Je ne peux pas tout prendre », dit Léa en regardant autour d'elle avec une pointe de tristesse. « Bien sûr que si », répondit immédiatement Henri. « Nous emporterons tout ce que tu veux. Le reste, nous le ferons. Expédier. Cet appartement, » il hésita. « Nous pouvons le garder si tu le souhaites, comme un pied-à-terre à Lyon, un endroit où revenir. » Les yeux de Léa s'illuminèrent. « Vraiment? On pourrait garder l'appartement? Et le piano? »« Bien sûr, » confirma Henri. « C'est ta maison. Ce sera toujours ta maison, si tu le veux. » Tandis que Léa commençait à rassembler ses affaires les plus précieuses, aidée par Sophie, Henri retourna dans le salon. Il s'approcha du piano et caressa doucement les touches, comme pour capturer un peu de l'essence de Mathilde qui imprégnait cet instrument. Son regard fut attiré par une photo encadrée posée sur le piano. Elle montrait Mathilde et une petite Léa de 5 ou 6 ans, mais il y avait également un homme d'une quarantaine d'années, aux traits étrangement familiers. Il tenait Léa sur ses genoux, tous trois souriant à l'objectif. « C'est Jean-Pierre, » dit Léa qui était revenue silencieusement. « Mon oncle. Enfin, je ne savais pas qu'il était mon oncle. Pour moi, c'était juste Monsieur Moreau, le libraire. Il venait souvent nous voir. Il apportait des livres pour moi. Et il écoutait maman jouer du piano. » Henri sentit son cœur s'accélérer. « Jean-Pierre Moreau. Il vit ici, à Lyon ?» Léa acquiesça. « Il a une librairie près de la place des terreaux. Les mots voyageurs, elle s'appelle. » Henri fixa la photo, fasciné par ce visage qui lui ressemblait tant. Son frère, le fils abandonné de sa mère, l'homme qui, par un étrange coup du destin, avait connu Mathilde et Léa bien avant lui. « Il faut que je le rencontre, » dit-il. Doucement. 1 heure plus tard, après avoir chargé plusieurs valises dans un taxi et promis à Madame Moreau de revenir bientôt, il se tenait devant une petite librairie nichée dans une rue pavée du vieux Lyon. La devanture en bois peint, en bleu foncé, portait l'enseigne « Les mots voyageurs », en lettres dorées élégantes. Henri hésita devant la porte, soudain nerveux. Que dirait-il à cet homme qui partageait son sang, mais dont il ignorait tout? Comment expliquerait-il ces décennies d'absence, d'ignorance? « Il est gentil », assura Léa en prenant sa main. « Il raconte les meilleures histoires. Et il fait le meilleur chocolat chaud du monde. » Encouragé par la confiance de sa fille, Henri poussa la porte. Une clochette tinta doucement, annonçant leur entrée. La librairie était un espace chaleureux, aux étagères en bois sombre croulant sous les livres. L'odeur de papier, d'encre et de cuir créait une atmosphère apaisante, presque intemporelle. Un homme émergea de l'arrière-boutique, un livre à la main. Grand, les cheveux poivre et sel, il avait les mêmes yeux bleus qu'Henri, le même front, la même façon de se tenir. La ressemblance était frappante. « Léa !» s'exclama-t-il avec un large sourire qui s'effaça progressivement lorsque son regard se posa sur Henri. Il s'immobilisa, comme frappé par la foudre. « Bonjour, Jean-Pierre, » dit doucement Léa. « Je vous présente mon père, Henri Beaumont, et mon amie Sophie Vallier. » Jean-Pierre fixait Henri, incapable de parler. Il posa lentement le livre qu'il tenait sur le comptoir, comme s'il craignait de le laisser tomber. « Henri Beaumont, » répéta-t-il finalement, « le père de Léa. »
Et votre demi-frère, ajouta Henri, décidant d'aller droit au but. Je viens d'apprendre votre existence. Notre mère, Élisabeth Beaumont, je sais qui elle est, coupa Jean-Pierre, sa voix légèrement tendue. Ma mère adoptive m'a tout raconté quand j'ai eu 18 ans. Un silence pesant s'installa dans la librairie. Sophie, sentant la tension, proposa doucement « Léa, et si nous allions voir les livres pour enfants pendant que ton père et ton oncle discutent ?» Que la fillette acquiesça, comprenant intuitivement la nécessité de laisser les deux hommes seuls. Jean-Pierre les regarda s'éloigner vers le fond de la boutique, puis se tourna vers Henri. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-il simplement. Après toutes ces années, Henri soupira profondément. « Je ne savais pas, notre mère m'a caché votre existence toute ma vie. Comme elle a tout fait pour me cacher l'existence de Léa. C'est seulement quand ma fille est entrée dans ma vie, il y a quelques semaines, que tout a commencé à s'effondrer. Les mensonges, les secrets, les façades soigneusement entretenues. » Jean-Pierre l'étudia attentivement, cherchant peut-être la sincérité dans ses yeux si semblables aux siens. « Vous êtes celui qui a brisé le cœur de Mathilde, » dit-il finalement. « Elle ne l'a jamais dit explicitement, mais je l'ai toujours su. » Henri baissa la tête, acceptant cette accusation méritée. « Oui, c'est moi, je l'ai abandonnée quand elle avait le plus besoin de moi. Je n'ai jamais reçu ses lettres, ses appels. Mais j'aurais dû chercher plus loin, insister, me battre pour elle. »« Elle vous aimait, » dit simplement Jean-Pierre, « jusqu'à la fin. » Ces mots, prononcés sans amertume, juste comme une constatation, touchèrent Henri au plus profond de lui-même. « Comment l'avez-vous connue » demanda-t-il. Jean-Pierre sourit légèrement. « Par hasard, elle cherchait un livre rare de partition. Je l'ai trouvé pour elle. Nous sommes devenus amis. Puis Léa est née et... » Il haussa les épaules. « Elle était comme la famille que je n'avais jamais eue. Saviez-vous qui j'étais, que j'étais votre frère ?» Jean-Pierre secoua la tête. « Non. Je connaissais votre nom, bien sûr. Mathilde parlait parfois de vous. Mais le lien, je ne l'ai jamais fait. Pourquoi l'aurais-je fait? Les Beaumont sont une famille connue, puissante. J'étais juste un libraire adopté par un couple modeste de Lyon. » Henri regarda autour de lui, observant cette librairie chaleureuse, ces livres soigneusement choisis, cet univers si différent du sien, mais qui semblait infiniment plus riche en certains aspects. « Je voudrais vous connaître, » dit-il finalement, « si vous le voulez bien. Rattraper un peu de ce temps perdu, pour moi, pour Léa. » Jean-Pierre hésita, puis tendit lentement la main. « Je crois que nous avons beaucoup à apprendre l'un de l'autre. » Henri serra cette main si semblable à la sienne, sentant un lien invisible se tisser entre eux, un lien que ni le temps ni les secrets n'avaient pu totalement détruire. Le lendemain matin, sous un ciel d'un bleu parfait, ils se rendirent au cimetière de la Croix-Rousse. Henri, Léa, Sophie et Jean-Pierre marchaient en silence parmi les allées paisibles, portant l'urne contenant les cendres de Mathilde. Ils atteignirent finalement l'emplacement choisi, un coin tranquille, offrant une vue imprenable sur Lyon, ses toits, ses fleuves, et au loin, par cette journée claire, les Alpes majestueuses. « Elle aurait aimé cet endroit, » dit doucement Léa. « On venait souvent se promener ici. » Elle disait que c'était le meilleur point de vue pour comprendre l'âme de Lyon. Henri regarda sa fille, ému par sa force, sa maturité face à ce moment difficile. Il posa une main protectrice sur son épaule, et elle s'appuya légèrement contre lui, acceptant ce soutien silencieux. La cérémonie fut simple mais profondément émouvante. Chacun dit quelques mots, partageant un souvenir, une émotion, un remerciement. Quand vint le tour d'Henri, il hésita, submergé par tout ce qu'il aurait voulu dire, tout ce qu'il n'avait jamais pu exprimer. « Mathilde, » commença-t-il finalement, la voix tremblante. « Je suis désolé d'arriver si tard. Désolé d'avoir manqué tant d'années, tant de moments que nous aurions dû partager. Mais je te promets de veiller sur notre fille, de l'aimer, de la protéger comme tu l'as fait. Je te promets de lui parler de toi chaque jour, de garder ta mémoire vivante. Et je te remercie pour ton amour qui n'a jamais faibli, pour ta persévérance, pour ce cadeau inestimable que tu m'as fait en m'envoyant Léa. » Quand les cendres furent finalement dispersées, portées par la brise légère vers la ville en contrebas, Henri sentit une forme étrange de paix l'envahir. Comme si une page se tournait enfin, non pas pour effacer le passé, mais pour permettre à un nouveau chapitre de commencer. Sophie s'approcha de lui, glissant discrètement sa main dans la sienne. Ce simple geste,
cette présence chaleureuse, à ses côtés, lui apportait un réconfort qu'il n'aurait jamais cru possible quelques semaines plus tôt. Jean-Pierre se tenait un peu à l'écart, respectant ce moment intime. Henri lui fit signe de s'approcher, l'incluant dans ce cercle familial qui prenait forme sous le ciel lyonnais. « Que faisons-nous maintenant » demanda Léa, essuyant une larme qui coulait sur sa joue. Henri regarda ces trois personnes qui étaient entrées dans sa vie si récemment, mais qui en avaient déjà transformé l'essence même. Son frère, qu'il commençait à peine à connaître, mais avec qui il sentait déjà un lien profond. Sophie, cette femme remarquable, dont la force tranquille et la compassion avaient été un ancrage dans la tempête. Et Léa, sa fille, ce miracle qui lui avait été accordé contre toute attente, cette seconde chance qu'il ne méritait peut-être pas, mais qu'il était déterminé à honorer. « Maintenant, » répondit-il doucement, « nous commençons une nouvelle partition, ensemble. » 6 mois plus tard, la vie d'Henri Beaumont était méconnaissable. L'empire financier qu'il dirigeait avait traversé une crise majeure, mais en était sorti transformé, plus transparent, plus éthique. Il partageait désormais son temps entre Paris et Lyon, où l'appartement de Mathilde et Léa était devenu un havre de paix pour leur famille recomposée. Jean-Pierre était entré dans leur vie comme s'il y avait toujours eu sa place. Oncle, attentionné pour Léa, frère et confident pour Henri, il avait apporté avec lui une sagesse tranquille, une façon différente de voir le monde qui complétait parfaitement la vision plus pragmatique d'Henri. Sophie, initialement présente. Comme avocate et soutien temporaire, était progressivement devenue bien plus. Entre elle et Henri, quelque chose de profond s'était développé. Une relation fondée non pas sur la passion aveugle de la jeunesse, mais sur une compréhension mutuelle, un respect, une tendresse qui s'épanouissait jour après jour. Elisabeth. Beaumont, après des mois de silence obstiné, avait finalement accepté de rencontrer son petit-fils abandonné. La réunion avait été tendue, maladroite, mais une porte s'était entr'ouverte. Un processus de guérison, lent et difficile, avait commencé. Quant à Léa, elle s'épanouissait. Inscrite dans un prestigieux conservatoire parisien, elle développait son talent pour la musique tout en s'adaptant à sa nouvelle vie. Elle parlait souvent de sa mère, gardant sa mémoire vivante à travers des anecdotes, des morceaux de piano, des habitudes préservées comme des trésors. Ce soir-là, dans l'appartement parisien d'Henri, totalement redessiné pour accueillir cette famille nouvellement formée, une petite fête avait lieu. L'anniversaire de Léa, 12 ans. Autour de la table, ils étaient tous réunis. Henri, Sophie, Jean-Pierre, Madame Moreau venue spécialement de Lyon, et même Elisabeth, assise, un peu raide mais présente. Au centre trônait un gâteau décoré de notes de musique, préparé par Henri lui-même, qui avait découvert un talent insoupçonné pour la pâtisserie. « Avant de souffler tes bougies, dit Henri à sa fille, j'aimerais te donner quelque chose. » Il lui tendit un petit paquet soigneusement emballé. Léa l'ouvrit avec curiosité, découvrant un médaillon en argent. À l'intérieur, une minuscule photo de Mathilde d'un côté, et de l'autre une photo récente de leur famille au complet. « Pour que tu aies toujours avec toi ceux qui t'aiment, » expliqua doucement Henri, « ceux qui sont là et ceux qui veillent sur toi d'ailleurs. » Léa serra le médaillon contre son cœur ému, puis elle regarda chaque personne autour de la table, ces adultes qui avaient tous, à leur façon, contribué à tisser le filet de sécurité et d'amour qui l'entourait désormais. « Je vais faire un vœu, » annonça-t-elle en se tournant vers son gâteau, « mais je crois qu'il est déjà exaucé. » Elle souffla ses bougies d'un seul coup, sous les applaudissements et les sourires. Henri, observant sa fille entourée de cette famille improbable, sentit une gratitude profonde l'envahir, pour cet enfant qui avait bouleversé son existence, pour ces lettres jamais reçues mais finalement délivrées, pour cette seconde chance qu'il n'aurait jamais osé espérer. La musique de Mathilde résonnait doucement en fond sonore, jouée par un enregistrement que Léa avait retrouvé. Henry's Dream. Mais ce n'était plus un rêve maintenant. C'était une réalité, imparfaite, certainement fragile peut-être, mais profondément vraie. Une partition nouvelle que la vie leur offrait d'écrire ensemble, note après note, jour après jour. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire d'Henri et Léa vous a touché profondément. Pour continuer cette expérience émotionnelle,
Nous avons préparé une playlist spéciale avec des histoires tout aussi captivantes. Retrouvez-la en cliquant sur le lien à votre gauche. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un j'aime à cette vidéo. Chaque jour, nous vous proposons des récits uniques qui explorent la complexité de la vie, des relations familiales et du pouvoir de l'amour. Ne manquez pas nos prochains contenus. Nous vous attendons dans les commentaires pour partager vos impressions sur cette histoire de rédemption et de seconde chance.